Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Ça faisait bien quelques mois que j'en avais plus fait, simplement parce que j'en avais pas envie et que j'étais occupé et aussi que je faisais que du Java. Du coup là ça fait quelques mois que je n'ai plus fait de C. On va devoir s'y remettre. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va parler de trade. Alors déjà, mais qu'est-ce que c'est un trade? Alors non, ce n'est pas les petites histoires qui font peur que vous trouvez sur internet. Ce sont des programmes, plusieurs programmes, qui vont démarrer au sein d'un premier et qui vont se séparer et qui vont effectuer leurs instructions en même temps, sans forcément être liés, sauf en termes de mémoire. Je vais vous expliquer ça. Alors, imaginons, on a deux fonctions. La première fonction va afficher 100 fois Hello World et la deuxième fonction va afficher 100 fois Goodbye World. Eh bien, si ces deux fonctions sont incluses dans un thread, lorsqu'elles vont démarrer, elles vont faire leurs actions en même temps. Ce qui fait que à l'écran, on verra afficher Hello World, puis Goodbye World dans un ordre complètement aléatoire, tout simplement parce qu'elles fonctionnent en même temps. D'accord? Ce n'est pas du séquentiel comme on a l'habitude de faire. Comme par exemple, quand je veux dire séquentiel, vous avez un printf, ensuite vous avez int y égale 8, y++. Ça, c'est une séquence de trois instructions qui se suivent. Eh bien, un thread, c'est par exemple, vous avez printf, et en même temps, vous avez un int y qui est déclaré. Enfin bon, voilà, ça, en gros, des threads, ce sont des programmes qui s'exécutent en même temps. C'est de la programmation dite asynchrone. Ok. Alors, pour pouvoir faire des threads, il faut inclure pthread.h. Et à la compilation, soit vous faites comme ceci, mais parfois vous aurez besoin, ça dépend de votre OS, d'inclure enfin de dire au compilateur, je veux la librairie pthread. Je ne sais plus écrire, comment est-ce qu'on écrit thread encore? Voilà, hop, copie-colle, ce sera un peu mieux. Vous faites comme ceci et vous compilez, d'accord? Je vous conseille de faire comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Alors, comment allons-nous créer un thread? Eh bien, tout simplement avec une variable de type pthread t. Voilà, on va l'appeler thread numéro 1. Voilà, on la déclare comme ceci. On va créer plusieurs threads, on va en créer deux. Hop. Et on veut une fonction qui affiche hello world ou je ne sais pas quoi. Mais d'abord, on va créer. Je vais vous montrer la fonction qui crée le thread. Alors, elle s'appelle pthread create. Je vais quand même prendre mes notes pour éviter de dire des conneries sur les prototypes des fonctions, ce serait con. Qui prend en paramètre une variable thread, l'adresse d'une variable thread. Ensuite, le deuxième paramètre, ça par contre, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il ne nous intéresse pas de toute façon dans ce que l'on veut faire. Okay. Ensuite, il demande une fonction exécutée, parce qu'évidemment, un thread va exécuter quelque chose en parallèle d'autres programmes. Et il faut bien lui donner le pointeur vers l'endroit où se trouvent les instructions exécutées, soit un pointeur de fonction. Alors ça, on va laisser en suspens pour le moment. Et enfin, l'argument à donner justement à cette fonction-ci, pour le moment, on va rien mettre. Et c'est une adresse de type void étoile, pointeur générique. Alors du coup, la fonctionnalité qu'on veut donner, on va l'appeler func1 pour fonction 1. Et cette fonction a un prototype bien défini. Elle retourne un void étoile. On l'appelle func1. Elle prend en paramètre un void étoile, comme je l'ai dit juste avant, on va l'appeler arg. Et ensuite, on va exécuter une petite série d'instructions. On va afficher 10 fois quelque chose. Printf thread 1. Et on va afficher le i, donc on y est. Et pareil, on va créer un deuxième thread. Donc sur numéro 2. Voici. Sauf que pour bien différencier, on va essayer de mettre des couleurs. J'ai pas encore fait de vidéo sur les couleurs. Peut-être qu'un jour ça viendra. Ça c'est un caractère qui dit tout le reste, tu le mets en rouge. Le 91, c'est le code du rouge, on va dire
système de ces caractères-là. Tout le reste va être en rouge jusqu'à ce qu'il rencontre le caractère 0.33.0M qui va faire revenir les couleurs à la normale. Hop. Le premier thread va être en rouge et le deuxième thread, je vais le mettre en 95. Je crois que c'est bleu, je ne suis pas sûr. Enfin, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Yep. 0. Voilà. Alors, on a le premier thread et le deuxième thread. Fonction numéro 2. Lorsque vous créez, eh bien, il va directement lancer le thread. Hein. Donc, en gros, lancer les fonctionnalités. Les deux fonctionnalités-ci vont fonctionner en même temps que le main aussi. Le main aussi est un thread à part entière. Donc ici, nous avons 3 threads. On compile. Ah oui, il faut pas oublier la valeur de retour. Alors, pour quitter un thread, en général, on préfère faire pthread exit. Et là, on met la valeur de retour. Ici, on s'en fiche, on va mettre nul. On fera après un exemple avec des paramètres. Voilà. Compile, on exécute, et là, il se passe rien. Et bien pourquoi? Bah tout simplement, parce que là, on a dit, ok, tu as le thread numéro 1, numéro 2, et numéro 0, on va dire que c'est le main, il fonctionne en même temps. Le temps qui crée les threads, le main, avant que les threads ici n'arrivent à se lancer, eh ben, le main aura réussi à aller jusqu'au return de 0 et à quitter l'application, et du coup à détruire tous ces threads-là. Bah, du coup, on ne voit pas du tout ce que font les threads. Alors, on peut se dire, ok, bon, je vais faire une boucle d'attente alors. J'ai mis 100 000 ou 1 million 1 million, plus. Là, on va faire une boucle d'attente pour laisser le temps au thread de s'exécuter. Et là, on voit bien les threads qui s'exécutent. Hop. Du coup, c'est pas très pratique. D'ailleurs, c'est bizarre, on dirait qu'il ne fonctionne pas en même temps, et pourtant si. Ouais, bon, ça c'est un terme. Eh bien, on a quelque chose qui permet d'attendre justement la fin de thread. Une fonction qui s'appelle pthreadJoin. Hop, pthreadJoin prend en paramètre un thread et un pointeur générique qui va permettre de contenir la valeur de retour du thread. Mais ça, on s'en fiche. Ici, on va mettre nul. Donc, on va attendre le thread numéro 1 et le thread numéro 2. Voilà. Ok. Et là, on n'a plus besoin de faire une boucle d'attente. Ils vont s'effectuer comme ceci. Ok. Alors, alors, le problème ici, c'est que vu que on démarre le 1, on démarre le 2, le temps que le 1 soit fini, le temps que le 1 démarre, le 2 démarre, le 1 aura déjà fini. Son calcul, du coup, on ne peut pas vraiment voir qu'il fonctionne en même temps. Ça, le problème avec les threads, c'est que c'est jamais simple à montrer. Alors, comment est-ce qu'on va faire, du coup, pour vous montrer ça, qui fonctionne bien en même temps? Parce que le but ici c'est de montrer, ok il fait 0, puis 1, puis d'un coup vous voyez un 0 ici, puis un 1, enfin bref, non c'est pas censé être très droit comme ça, les couleurs sont censées être mélangées. On va peut-être créer une boucle, un truc d'attente juste ici. D'ailleurs, je vais inclure unistd.h, vous pouvez inclure windows.h aussi si vous êtes sur Windows, ça va permettre de faire un petit sleep pour attendre. Alors, j'aurais peut-être dû faire des tests auparavant, mais il me semblait qu'hier ça fonctionnait quand même un peu mieux. Oh, il aime pas. Hein. Il aime pas. Pourquoi est-ce que tu veux pas? Ah là là, les traits ça m'a toujours fait chier. Ah bah voilà, vous voyez. On attend. En fait, si, ça s'était bien affiché. On attend, je crois que c'est 1 million de microsecondes. Du coup, bah, il attend. Et pendant ce temps qu'il attend, l'autre thread, lui, il fonctionne. Du coup, le 2, il fonctionne. Et ensuite, une fois qu'il a fini là, il fait son schmilblick là. Ok, j'ai une idée pour vous montrer que ça marche. Bah là, on a déjà la preuve, mais bon, j'aimerais que ce soit quand même un peu mieux. On va en afficher 100. Et là, peut-être que... Ah, il me fait chier. Problème avec les traînes, c'est jamais évident à montrer. Ah, voilà. Regardez. Hop. Voilà, là on voit bien que les traits sont en même temps, du coup ils affichent. Ah, je sais pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas directement. C'est parce que
le problème avec printf, on en apprend des choses ici, le problème avec printf, c'est qu'il a un buffer qui attend d'être rempli avant d'être éjecté à l'écran. Et bien pour vider directement ce petit buffer, on fait sprintf et on utilise la sortie d'erreur. La sortie d'erreur, elle vide le buffer directement lorsqu'on veut afficher. Et ça, normalement ici, ça devrait être un peu mieux. Non, c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. On va regarder printf, ce sera mieux pour le temps réel. Voilà, là c'est plus. Voilà, là c'est un petit peu plus. Ok, donc on voit bien que les deux threads, là, ils fonctionnent en même temps. Hein. Ils attendent pas que l'autre est fini. Voilà, c'est un peu galère à montrer, mais au moins là, on est sûr que ça fonctionne et que je vous dis pas des conneries. Ok, donc là on a nos deux threads. On verra dans la prochaine vidéo un exemple vraiment plus explicite des threads. Hein. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo sur la programmation réseau, mais là, il fallait montrer les threads avant de montrer ceci. Du coup, je montre les threads avant. Ok. On va regarder maintenant ce qu'on peut faire avec les arguments. Ok. Au lieu d'afficher ceci, on va afficher une chaîne de caractères qu'on aura passé en argument. On va caster char étoile, l'argument ici. Et en même temps, on va retourner cet argument. Voilà. Le trait numéro 1, le trait numéro 2. On va faire pareil, hein, c'est la même chose. Arg et arg. Sachant qu'on va le caster en char étoile. Ok. Voilà. On va passer en argument un pointeur sur une chaîne de caractères. Ça va être une constante dans ce cas-ci. On va faire hello1 et là hello2. Et on va essayer de récupérer justement cette chaîne de caractères, char étoile S1 et S2. Voilà. On met une adresse vu que c'est un pointeur de pointeur ici. S2. Voilà. Et on va afficher ces deux chaînes de caractères. Bon, je vais vite, mais bon, ça on avait déjà vu. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ah oui, ça n'aime pas, c'est tout simplement parce que on va caster. Voilà. Ça évite les warnings, hein, ça ne change rien. Ça reste des adresses. Mais au moins, on n'a plus de warning et c'est plus joli. Voilà. Hop. Et là, on a bien récupéré les deux. Pourquoi il y a hello sans H? Pourquoi il y a hello sans H? Ah oui. J'ai coupé un caractère. Voilà. Là, ça devrait aller un peu mieux. Et on voit bien que le thread, hein, il fonctionne en même temps. Hein. Hop. On va mettre 10 par contre cette fois-ci. Là, c'était juste pour montrer les arguments. Et voilà. Ok. Donc là, ils font tout. Ah oui, bah là d'ailleurs, on voit bien. Le 2, il a décidé d'aller avant le 1, par exemple. Ouais, donc ils fonctionnent en même temps. Ils ne communiquent pas vraiment. Sauf, ils peuvent communiquer soit par des variables globales avec la même mémoire, évidemment, ou par l'argument. D'accord. Vous pouvez leur mettre en argument. Je sais pas, vous créez une variable de type user, utilisateur. Vous faites un pointeur dessus. Égal à user. Imaginez, on a créé une fonction hein, qui crée un utilisateur. Et bien, vous passez l'utilisateur là-dedans. Et l'utilisateur là-dedans. C'est la même variable qui est utilisée dans la deux threads. Du coup, ils communiquent par la même mémoire. D'accord. Enfin bref, ça dépend ce que vous voulez faire de vos programmes. Et là, on voit bien qu'on a bien récupéré les deux. Enfin, voilà comment on fait avec les paramètres. Alors, je vais un peu plus vite parce que j'ai envie de faire la vidéo réseau juste après. C'est pour ça que je fais les threads maintenant. Ok, donc on a vu pthread create, pthread join, qui permet d'attendre la fin des threads, hein, d'accord parce que le programme, il va s'arrêter ici, jusqu'à ce que les deux threads aient fini, et ensuite il va continuer. Sinon, ça fait ce que vous avez vu tout à l'heure, il va pas forcément afficher ce qui s'est passé dans les threads, étant donné que le programme est arrivé à la fin, avant que les threads ne soient exécutés, comme on a vu au début. On a vu pthread exit, qui permet de retourner la valeur, une valeur, et de détruire le thread. Alors, il y a encore une autre fonction qui s'appelle pthread cancel. Alors, pthread cancel, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de stopper un thread.
Alors, on va prendre un autre exemple, on va enlever ceci, on va juste l'appeler func. Hop. On va faire une boucle infinie. Voilà. Yop, yop, yop. On fait ceci. On s'en fiche de la valeur de retour dans cette fois-ci. On va utiliser qu'un seul thread. Hop, hop. Funky, on s'en fiche de l'argument. Ici, nous avons un thread qui est une boucle infinie. Donc logiquement ici, on le crée, il s'exécute, on attend qu'il se finisse, sauf qu'il ne se finira jamais. D'accord? Eh bien, imaginez, vous avez un programme et d'un coup, il y a une boucle infinie qui s'affiche. Eh bien, vous avez une petite fonctionnalité qui s'appelle pthread_cancel, hop, qui prend en paramètre un thread. Et ce pthread_cancel, il permet... Ah bah ici, il ne permet pas, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je monte les trucs, il veut pas? Ah oui. Ah non. Create. Ok, par contre là, il m'énerve. Pourquoi le pthread_cancel il veut pas? Je vérifie juste un truc. Parce que pthread. Cancel, Google est ton ami. J'ai peut-être loupé un bazar pourtant. J'ai fait tous mes tests hier. Et ça marchait. Alors, juste vite faire regarder un petit exemple pour être sûr que je ne me gourre pas. Enfin là je me gourre parce que je suis pas censé faire ça. Pthread_cancel, où es-tu? Ok. Ce qui est bien sur Google, c'est que tu tapes pthread_cancel, mais t'as tout sauf le cancel. Ça c'est génial. Ok, bah tant pis. On va trouver. Thread cancel. Hop là. Alors. Ok, donc il cancel bien le thread. Normalement, il est censé le couper. Ok, bon. Ça m'énerve quand ça ne fonctionne pas. J'ai essayé hier les trucs, ça fonctionnait. Et ça m'étonnerait on va quand même pas la mettre dans la fonction. Je suis sûr et certain, hier elle le faisait, et là elle ne veut plus. C'est étrange. Surtout qu'il se met juste avant. Ah oui, c'est sûrement. Parce que le temps qu'il le crée, il arrive ici, il fait rien, et ensuite, ouais. On va essayer de faire un petit temps d'attente. C'est toujours ça le problème avec les threads, c'est que vu qu'ils ne fonctionnent pas séquentiellement, mais il y a toujours des merdes. Hop, i++. On va afficher un truc qui dit le thread a fonctionné. Thread begin, voilà. Si ça marche pas, tant pis. Thread begin, ouais. Et je vous parie qu'il passe d'abord là-dedans. Next. Toujours débugué comme ça. Bon, il y a toujours des petits soucis, hein, même quand je vérifie avant, ça on s'en fout. Thread begin, main next. Ouais, ben on dirait qu'il ne veut pas. C'est très étrange. Il est censé faire ça. Je l'ai testé hier, je suis sûr et certain. Ok. On va le laisser en suspens ici, hein, je vais pas chipoter. Ce n'est pas une adresse, hein, pourtant. Ok. Bon, tant pis. C'est très étrange. J'y reviendrai tout à l'heure. Ok. Ah, j'aime pas quand il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, bon, mis à part ça, ça a l'air d'aller. Maintenant, il se peut que dans votre thread, là on va arriver dans un truc un peu plus complexe, pas si facile que ça à visualiser. Il se peut que dans votre thread, vous partagez la mémoire. Ok, en général c'est ce qui se passe, partagez la mémoire, et que, étant donné que les threads sont des programmes qui s'exécutent en même temps, il se peut que vous vouliez lire dans une variable pendant que l'autre la lit, et puis ça peut faire des petits conflits, et puis ça donne des trucs bizarres. Ok, eh bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un mutex,
qui va dire ok, ce thread-ci utilise cette variable-là, et pendant qu'il l'utilise, ce thread-là, je veux que les autres threads qui l'utilisent stoppent leur exécution le temps que la variable est utilisée dans ce thread-là. D'accord? C'est pour éviter les conflits. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On va faire un exemple ici. Je vais préparer un exemple ici. On est sûr qu'il fonctionne. Ah non, j'ai perdu mon... Voilà. Hop, voilà. Alors, oui, il y a des bazars un petit peu chelous ici. Hop, je vais vous expliquer de quoi elle retourne, évidemment. Voilà. Alors, on a deux fonctions, donc deux threads. Je ne sais plus utiliser mon ordi, c'est un truc de fou. Ça fait trop longtemps que j'ai plus touché à cet éditeur. Hop, voilà. Ok, donc là, on a nos deux fonctions qui vont nous servir de thread. Et là, il y a des nouveaux bazars. Ouais, on va d'abord utiliser une variable globale. Hein. D'habitude, on ne fait pas ça, mais ce sera plus clair. Alors, il y a un nouveau type de variable qui s'appelle le mutex. Ou mutex, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Hop, plus précisément le pthread mutex. On va appeler mutex, là, qui s'initialise par ceci. Voilà. Évidemment, se trouve dans pthread.h. Nous avons notre mutex qui est notre variable qui va permettre de bloquer un thread jusqu'à ce qu'on ait déverrouillé notre mutex. Un mutex, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il peut prendre deux états. L'état bloqué et l'état pas bloqué, d'accord, disponible. Comme je l'ai dit juste avant. Et on va le partager entre les deux ici. Du coup, ici, text. Faites pas attention à ça, je vais adapter évidemment. Et mutex. Hop. Je vais vous expliquer ce qu'elles font évidemment, ces deux fonctions, même si je pense que vous avez compris rien qu'à les lire. Alors, nous avons une première fonction ici qui va dire ok, je veux que tu lock le mutex, du coup que tu le bloques pendant que tu fais cette action là. Ensuite, nous avons une autre fonction qui dit ok, tu peux le débloquer ici. D'accord. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'ici, je lis une variable, la variable stri, qui a un caractère d'une chaîne de caractères, qui s'appelle hello world, de 12 caractères. On passe en revue cette chaîne de caractères-là et on affiche petit à petit les caractères. Ok. Je vais vous montrer ce qui se passe sans mutex, ce sera beaucoup plus parlant. Hop. Par contre, toi là, la value, on s'en fiche. Quand je faisais mes tests hier, j'ai oublié d'adapter le bordel. Hop, je vais vous montrer ce qui se passe sans mutex, juste avec les traits normaux. Vous verrez, c'est vraiment simple à visualiser. Hop, ce sera la partie d'après qui sera un peu plus complexe avec les conditions. Même moi me pose parfois un peu souci. Enfin bref, on va voir. Alors les traits dansés, c'est assez casse-couille, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas souvent très évident. C'est pour ça que je préfère les faire soit en Python, soit en Java. J'aimerais faire des vidéos en Java, je crois que ça va être dans les prochaines. Le Java, c'est vraiment un très très bon langage. Ok. Première fonction hello 1 et deuxième fonction hello 2. Et on s'en fout des paramètres, il me semble. Ouais. Bien. Et on va attendre la fin des threads. Ok. Vali. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, j'ai mis des uslip pour faire des petits temps d'attente, pour synchroniser les deux. Et là, il se passe ça. Alors qu'on est censé avoir hello world et puis goodbye hell. Et là, vu que les threads se font en même temps, eh ben, il se passe ça. Eh bien, je vais dire quoi? Pendant... pendant... Là, il va locker un mutex qui dit, ok, pendant que je fais ceci, tu bloques le thread qui utilise le même mutex. Hop. Et là, il fait d'abord hello world, et puis goodbye. Vous voyez? Ça permet de bloquer un thread jusqu'à ce qu'on ait fini un traitement. Voilà à quoi sert le mutex, c'est aussi con que ça. Alors, je suis en train de me dire un truc. Je le lock ici. Si j'enlève le slip juste. Enfin, c'est parfois c'est que mon cerveau il bug. Hein.
Surtout quand je suis à vidéo, évidemment. Ouais, non, en fait, ça va. Il fait d'abord le Hello World, il lock, il affiche, il délock. Il y a un truc qui me turlupine. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ça là? Alors, je me remets en question dans cette vidéo, je me dis, est-ce que est-ce que j'ai bien compris le truc? Normalement, pour être sûr. Parce que avec les trains, on sait jamais quand ça se synchronise ou non. C'est assez complexe ce truc. Ah! Allez, s'il te plaît. Hop! Voilà, là je préfère. Pourquoi le G s'affiche pas maintenant? Ah. Ah oui, c'est... Goodbye. Ouais, bon, on voit bien que c'est fou les traits quand ça peut être casse-couille. Bon, oui, en fait, je les ai mis plus à l'extérieur de la boucle. Pourquoi? Parce que lorsque je le mets ici, évidemment, donc ça va locker au mutex, ça va effectuer le truc, ça va le déloquer. Et il se peut que pendant qu'il le déloque, hop, lui, il affiche le caractère et du coup ça va couper notre mot. Du coup je les ai mis au début de la boucle. Donc d'abord il y a un des deux threads qui va effectuer sa boucle, et une fois déloque le mutex pour que l'autre puisse continuer. Et du coup ça fait ça. Mais parfois on a vu que ça faisait de la merde, tout simplement parce que le thread je l'ai mis au mauvais endroit. Le mutex, pardon. Voilà. Et là normalement ça ne devrait plus le faire. Alors oui, le problème c'est qu'on sait jamais vraiment quand ça fonctionne pour montrer les exemples. Voilà, hello world, N1, goodbye, L, voilà. Ouais. Ok, j'aimerais qu'il fasse d'abord le L d'abord. C'est le trait qui décide évidemment. Ça dépend de l'horloge de votre PC. Ouais, bon. En tout cas, ça marche avec le mutex. Et ça, c'est cool. Donc en gros, le mutex permet de stopper et de faire gaffe à l'utilisation de la mémoire. C'est de pas faire trop de conflits. Ça, je vous laisserai faire vos propres expériences. Et là, on voit bien que lorsqu'il n'y a pas de mutex, c'est le bordel total. Ok. Voilà. Ça permet de synchroniser vos threads. D'ailleurs, en Java, si vous en avez déjà fait, il y a ce qu'on appelle, ce qui remplace le mutex, c'est le bloc unsynchronized. Hop, comme ça on apprend un petit peu quelque chose d'autre. Synchronized. C'est un bloc qui prend en paramètre un mutex, une variable quelconque, une adresse, et dedans, vous mettez le bloc, ok? C'est comme si on mettait synchronized à la place de ça, jusque là. Enfin bref, ça on verra en Java une fois. Je crois que je vais plutôt faire le Java plutôt que le Python en premier. Enfin bref, je m'égare. Donc voilà à quoi sert le mutex. Alors ce qui est bien lorsqu'on arrête d'utiliser le mutex, c'est d'utiliser ceci. Mutex destroy, et vous mettez l'adresse de votre mutex juste là. Ah oui. Petit point virgule. Donc il fait le schmilblick et puis il stoppe le mutex. Voilà. Voilà, donc ça c'est une bonne pratique. Évidemment, variable globale, vous évitez, hein, vous essayez de faire pas, une structure avec vos données que vous mettez en paramètre plus le mutex, et vous le passez ici, hein, évidemment, la variable globale, c'est pas souvent conseillé, mais ça c'est juste pour l'exemple. Bien. Alors, maintenant, on va passer à un truc que je maîtrise moins, d'accord? Apprendre avec des pincettes, mais comme j'utilise là-bas, ça fonctionne. C'est plus ou moins le même principe, c'est un peu un genre de mutex, ça s'appelle les conditions. Alors ici, prenez avec des pincettes, s'il vous plaît. Les conditions, qu'est-ce que c'est? C'est pareil. Vous allez dire, ok, imaginons ici je veux que tu fasses ça, et ensuite tu fais ceci. D'accord? Et une fois que tu as fini ça, donc tu lock, tu as fini ça, ensuite tu dis, ok, la condition est juste. Et lui, il va attendre que la condition soit juste pour exécuter ceci. Vous allez voir ici. C'est pas évident, hein, les trades, hein, les multitrading, c'est pas le plus évident du monde. Personnellement, j'appréhendais un petit peu cette vidéo-là.
Je n'aime pas expliquer ce genre de truc, mais c'est pour pouvoir faire la programmation réseau dans la prochaine vidéo, qui ça je kiffe. Bon, pensez, mais je kiffe quand même. Ok. Et un type qui s'appelle condition, pthread condition t. On va l'appeler conde, on va pas se faire chier. Conde. Qui s'initialise comme ceci. On va le mettre en variable globale au début, hein, pour éviter de tout passer en paramètres, c'est un peu chiant. Ok. Je vais juste prendre l'exemple. Je vais l'adapter, sinon je vais devoir encore faire toutes les modifications. Hop, je vous explique évidemment ce que font les fonctions après. Yop, voilà. Ah, il y a besoin d'un... Merde, il y a besoin d'un mutex hein, aussi. Je suis vraiment en train de faire de la merde, hein, c'est un truc de malade mental. Oh là 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 là. J'ai l'habitude de travailler avec un IDE depuis que je fais du Java, du coup, le truc automatique, il me manque un peu là. Hop, 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 voilà. Alors c'est beaucoup plus court qu'avec le mutex. Youp, youp, youp. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Et enfin, on met ça là. Bien, bien. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Continue. Pourquoi il y a continue ici? Oh là, je suis en train de faire de la merde. Voilà, je me trompe de fonction. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu fatigué. J'ai du mal à dormir en ce moment. Hop. Value. Là, c'est mieux. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc dans la configuration ici, ce que j'ai dit c'est... Alors, j'ai mon thread LO2, tu vas t'effectuer normalement. D'accord. Et le thread LO1, lui, va dire, ok, j'attends, je wait une condition. Quelle condition? La condition ici, qu'on a définie, qui est verrouillée par un mutex. Et ensuite, LO2, qu'est-ce qu'il fait après avoir terminé son schmilblick? Il va aller là, il dit, ok, envoie le signal à la condition. Du coup, il va dire à la condition, d'accord, vas-y, tu peux déverrouiller. Et ensuite, il va pouvoir faire ceci. Ça ressemble fort au mutex normalement. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le truc a décidé de me casser les burnes aujourd'hui. Ah oui, mais j'ai détruit le mutex, moi. Je suis con. Si j'ai détruit le mutex, ça va pas le faire. Voilà. Là, ça va quand même mieux. Alors, on a le goodbye qui se fait. Ensuite, tu as le signal qui est envoyé à cette fonction-là, qui exécute le reste. Ok, donc là, évidemment, ça n'a aucun sens, hein, ces trucs-là, sinon on ne tente pas faire de trade, hein, si c'est pour faire ça. Mais bon, voici à quoi servent les conditions. Vous pouvez mélanger les mutex avec les conditions. Mais bon, là, je ne vais pas trop m'aventurer. Je vous dis, je ne suis pas pro en ce qui est de trade en C. J'utilise plus en Java. Et vu que j'aimerais bien finir la formation C, eh bien autant montrer les trucs en C, comme ça on voit vraiment ce qui se passe concrètement. Et ça, c'est cool. Ok, alors. Il y a d'autres fonctionnalités avec les conditions, on va pas tout voir non plus. On a quasi fini. Il y a deux autres fonctions, je vais vous montrer. Vous avez, je vais vous montrer le prototype. Hein. Vous avez ceci, le pthread equals qui prend deux threads et qui vous dit s'il est égal ou non. Il renvoie 0 si les threads sont différents. Bon, ça peut trouver son utilité. Et vous avez enfin cette fonction-là qui renvoie un thread qui renvoie le thread courant. D'accord? L'identifiant du thread courant. Du thread appelant. D'accord? Si je mets cette fonction-là ici, il va me renvoyer l'identifiant de T2. D'accord? Voilà. Ça peut avoir son utilité aussi. Voilà, je regarde si je n'ai rien oublié. Il y a autre chose évidemment dans les threads, hein, il n'y a pas que ça. Non, c'est bon. Ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà, en gros, les bases des threads. Et vous pouvez imaginer plein d'applications comme ceci, notamment, j'ai vu les threads aujourd'hui pour pouvoir faire du réseau. Avec les sockets, vous avez, on va faire une petite introduction, hein. Lorsque vous avez un serveur
et des clients, d'accord? Parce qu'en réseau, il y a un serveur qui attrape les connexions des clients et qui distribue à chaque client un thread, d'accord, qui va fonctionner pour chaque client, où va se passer des choses. Alors concrètement, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Enfin, vous montrer, vous expliquer. Imaginez, vous avez un jeu vidéo, vous vous connectez, donc vous êtes le client, vous vous connectez, vous faites une demande de connexion, le serveur attrape votre connexion, il prend votre connexion et il dit ok, démarre un thread, donc un programme qui va être lié justement à vous, au client qui vient de se connecter. Et ce thread va être en parallèle d'autres threads d'autres clients, d'accord? Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ceci qu'on peut faire avec les threads, c'est génial. Par exemple, je dois avoir un exemple quelque part. Vous avez, je sais pas moi, on va prendre ça. Hop. Le moniteur d'activité Mac. Voilà, par exemple, vous avez des boutons ici. Et ben, chaque bouton, c'est un thread. Chaque bouton attend qu'on clique dessus. D'accord? C'est pas une boucle qui dit ok, premier bouton, je l'affiche, deuxième bouton, troisième bouton, etc., etc. Non, tout se fait en même temps. Il attend vraiment que vous appuyez dessus, pareil pour ça. Enfin bref. Ce sont des threads. Ok, j'espère que j'ai pas été trop pas clair. Mais trouver des exemples pour être j'ai toujours eu du mal à expliquer ces trucs-là. Mais je pense que le message est passé. Et prochaine vidéo, ce sera sur la programmation réseau. Et j'aimerais bien la tourner juste après. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On se retrouve dans la prochaine. A plus!